Le 31 octobre 2003, peu avant 23 heures, une femme quitta les studios de Televisión Española, TVE, à Torre España, recroquevillée sur la banquette arrière d'une voiture. Le conducteur avait recouvert les vitres latérales de journaux pour que personne ne puisse voir la passagère. Dehors, des dizaines de photographes et d'équipes de télévision encerclaient le bâtiment, espérant immortaliser ce qui, à cet instant précis, était le cliché le plus convoité du journalisme espagnol de ces dernières années. La femme accroupie dans la voiture avait présenté le journal de midi sur Televisión Española ce jour-là même, et ce serait la dernière fois. Le lendemain, la Maison Royale annoncerait au monde entier que cette femme, Leticia Ortiz Rocasolano, journaliste de 31 ans, divorcée, fille d'un technicien radio et d'une aide-soignante, et petite-fille maternelle d'un chauffeur de taxi, était la fiancée du prince des Asturies et future reine d'Espagne. Ce que presque personne ne savait ce jour-là, ce que l'institution royale s'était efforcée de dissimuler, c'était tout ce qui s'était passé avant cette annonce. Le chemin parcouru pour en arriver là, les obstacles rencontrés, les manœuvres orchestrées pour l'arrêter, et les secrets que Leticia Ortiz avait dû enfouir, ou que d'autres avaient tenté de révéler pour la ruiner, durant les mois précédant cette révélation. Voici l'histoire de cette femme sans ascendance royale, sans fortune ni position sociale, la première personne sans sang royal depuis des siècles, à épouser un héritier du trône d'Espagne, qui est passé d'un lycée public d'Oviedo au palais de la Zarzuela. Et pourquoi cette histoire est plus complexe, plus sombre et plus humaine que la version officielle ne l'a jamais admis. Pour comprendre Leticia Ortiz, il faut d'abord comprendre ses origines. Et ce sont précisément ces origines qui ont rendu son accession au trône extraordinaire, gênante pour certains cercles aristocratiques et profondément significative pour le reste du pays. Leticia Ortiz Rocasolano est née le 15 septembre 1972 au Sanatorium Miñor d'Oviedo, dans les Asturies. Elle était l'aînée de Jesús Ortiz Alvarez, technicien radio lié au journalisme, et de María Paloma Rocasolano Rodríguez, aide-soignante, qui deviendra plus tard déléguée syndicale dans son secteur. Ces deux jeunes gens issus de la classe ouvrière asturienne des années 1970 s'étaient rencontrés dans la région et avaient bâti leur vie avec les moyens du bord. Ni trop peu, ni trop peu, simplement ceux de personnes sans héritage, sans placement, sans nom de famille susceptible de leur assurer une ascension sociale automatique. Du côté paternel, elle avait un lien avec les médias qui se révélerait presque prophétique. La grand-mère paternelle de Leticia, María del Carmen Álvarez del Valle, dite Menchu Álvarez del Valle, fut pendant 42 ans l'une des voix les plus populaires de la radio asturienne, d'abord sur Radio Oviedo, puis sur Radio Nacional de España. Dans les années 1940 et 1950, elle traversait la ville à moto pour se rendre à ses émissions, un geste d'indépendance et de modernité assez remarquable dans l'Espagne d'après-guerre. Son mari, le grand-père paternel de Leticia, représentait la firme italienne Olivetti en Espagne. Le père de Leticia suivit les traces de sa mère dans le domaine de la communication, mais avec plus de discrétion et moins d'exposition médiatique. Du côté maternel, la famille était encore plus modeste. Son grand-père maternel, Francisco Julio Rocasolano, était chauffeur de taxi. Sa grand-mère maternelle, Enriqueta Rodríguez Figueredo, était femme au foyer. Des gens travailleurs, sans autre capital que ce qu'ils gagnaient jour après jour à la sueur de leur front. Lorsque, des années plus tard, Juan Carlos Ier apprit que son fils comptait épouser la petite-fille d'un chauffeur de taxi, une femme sans ascendance prestigieuse, sans nom de famille aristocratique, et dont la mère était infirmière, selon diverses sources journalistiques proches de la Maison Royale, il réagit avec un mélange de perplexité et d'inquiétude. Dans des conversations privées, rapportées plus tard dans des livres et des interviews par ses interlocuteurs, il qualifia la situation de grave problème. Ce n'était pas comparable aux précédentes idylles du prince, qui n'avaient pas duré, c'était d'une toute autre nature, et le monarque émérite le savait. Leticia grandit à Oviedo, jusqu'à l'âge de 15 ans, lorsque son père fut embauché par la branche asturienne de la toute nouvelle radio Antena 3, et que la famille déménagea à Madrid, plus précisément à Rivas Vacia Madrid, alors une commune en pleine expansion, à la périphérie de la capitale. L'établissement où elle termina ses études secondaires était l'Institut Ramiro de Maeztu, l'un des plus grands et des plus réputés lycées publics de Madrid, une école de quartier où le nom et l'origine familiale n'avaient aucune importance pour les élèves. C'est là, à 15 ou 16 ans, qu'elle rencontra un professeur de langue et de littérature nommé Alonso Guerrero Pérez. Guerrero avait alors environ 25 ou 26 ans, une dizaine d'années de plus qu'elle.
Né à Mérida, et ayant grandi entre Almendralejo et Badajoz, il menait depuis longtemps de front l'enseignement et une carrière littéraire couronnée par le prix Felipe Trigo et le prix littéraire de Navarre. Cultivé et intelligent, il possédait une sensibilité linguistique qui dut être irrésistible pour une adolescente animée d'une vocation journalistique héritée de sa grand-mère. Le lien qui se tissa entre l'élève et le professeur provoqua, à l'époque, le léger trouble que ce genre de relation suscite souvent en milieu scolaire. La journaliste Pilar Herr, qui suit de près la vie privée de la monarchie espagnole depuis des décennies, l'a décrit dans un de ses reportages. La relation entre une mineure et un adulte a provoqué un tollé général à l'école et a été une véritable épreuve pour les parents. Il s'agissait pourtant du premier grand amour de Leticia Ortiz. Une relation qui a duré près de 10 ans et s'est poursuivie lorsqu'elle est partie à Madrid pour étudier à l'Université Complutense de Madrid, puis au Mexique, pour tenter un doctorat qu'elle n'a jamais terminé, et enfin à son retour, pour débuter sa carrière dans les médias. Leticia a obtenu une licence en sciences de l'information à l'école de journalisme de l'Université Complutense de Madrid en 1995. Pendant ses études, elle avait déjà commencé à travailler, d'abord au journal ABC, où elle couvrait l'actualité locale, puis à l'agence de presse EFE, où elle réalisait des reportages sur la politique internationale durant sa dernière année d'études. Elle a effectué un stage à la Nueva España à Oviedo, obtenu un master en journalisme audiovisuel dans l'Institut spécialisé correspondant, puis suivi le parcours emprunté par de nombreux jeunes journalistes de sa génération pour acquérir une expérience internationale avec un budget limité. Elle a voyagé en Amérique latine, passant par Cuba, la Colombie et le Costa Rica, avant de s'installer à Guadalajara, au Mexique. Là-bas, elle s'est inscrite en doctorat, qu'elle n'a pas terminé, et a travaillé pour le journal local Siglo XXI. C'est lors de son stage à l'agence de presse EFE qu'en 1998, elle a participé à un court-métrage intitulé « La mirada del ángel », le regard de l'ange, financé par l'agence elle-même, une anecdote mineure dans sa carrière, mais documentée. Ce qui est certain, c'est qu'à son retour en Espagne, elle et Alonso Guerrero ont décidé d'officialiser leur relation, qu'ils entretenaient à distance depuis près de 10 ans, surmontant les obstacles liés au déménagement, aux études et aux emplois dans des villes différentes. Le 7 août 1998, Leticia Ortiz et Alonso Guerrero Pérez se marièrent civilement dans la salle plénière de la mairie d'Almendralejo à Badajoz, ville natale du marié en Estrémadure. Ce fut une cérémonie simple. 90 invités, une robe Victorio et Luquino sans prétention haute couture, une union civile sans cathédrale, sans archevêque, sans aucun des éléments habituels des mariages où s'affiche le statut social. Juste 2 personnes ensemble depuis près de 10 ans, officialisant une réalité déjà bien établie. Le mariage dura 1 an. Leticia et Alonso divorcèrent en 1999. Les raisons exactes de leur séparation figurent parmi les rares épisodes de la vie de Leticia qui n'ont jamais été pleinement élucidés et qui ne le seront probablement jamais avec certitude. Ce qui est avéré, c'est que la séparation fut nette et à l'amiable, sans procédure interminable, ni scandale public. Et que Leticia et Alonso ont tous deux repris le cours de leur vie sans faire de leur rupture un spectacle. Guerrero continua d'enseigner et de publier des romans. Leticia, quant à elle, poursuivit le développement d'une carrière qui, à cette époque, était sur le point de prendre un essor considérable. Après le divorce, elle s'installa dans un petit appartement du quartier madrilène de Vicálvaro, qu'elle céda plus tard à sa sœur Erika, et continua de travailler. La carrière journalistique de Leticia Ortiz, entre 1997 et 2003, reste, quoi qu'il advienne par la suite, l'histoire d'une professionnelle qui a bâti sa réputation à la force du poignet, grâce à un talent authentique et une discipline dont ses collègues se souviendraient pendant des décennies. Elle a débuté à Bloomberg TV, la chaîne américaine spécialisée dans l'économie et les marchés, basée en Espagne et supervisée par l'agence EFE, c'était en 1997. Elle a ensuite rejoint CNN+, la chaîne d'information lancée par le groupe Prisa, en partenariat avec CNN, où, aux côtés de Marta Fernandez, elle présentait le journal du matin, qui commençait à 5 heures. Se lever tôt était indispensable. Faire des reportages en direct à cette heure-là ne l'était pas non plus. En juillet 2000, à 27 ans, Leticia a franchi le cap qui, dans le paysage audiovisuel espagnol de l'époque, équivalait à atteindre le sommet. Elle a intégré Televisión Española, la chaîne publique espagnole. Elle a commencé à présenter Informe Semanal pendant l'été, remplaçant Baltasar Magro.
Elle a ensuite rejoint les journaux du matin, puis l'équipe de montage du journal télévisé, et la même année, en 2000, l'Association de la presse de Madrid lui a décerné le prix Mariano José de Lara du meilleur journaliste de moins de 30 ans. Elle avait 28 ans et travaillait pour la chaîne la plus regardée d'Espagne. Cette reconnaissance mérite un moment de réflexion, car elle illustre parfaitement la place qu'occupait Laetitia dans le journalisme espagnol avant l'avènement de la monarchie. Le prix Lara, décerné chaque année par l'Association de la presse de Madrid, fondée en 1895, récompense le meilleur journaliste en activité de moins de 30 ans. Il ne s'agit pas d'un prix d'audience ou de popularité, c'est une reconnaissance entre pairs, décidée par les journalistes eux-mêmes, et en 2000, il a été attribué à une jeune femme de 28 ans qui présentait le journal du matin sur TVE. Non pas une célébrité, une journaliste. Une vidéo, diffusée des années après le mariage royal, enregistrée dans les studios de télévision peu avant une émission, montre Leticia Ortiz discutant avec son coprésentateur, Alfredo Urdacci, de la possibilité d'interviewer des chanteurs. Elle demande si elle pourrait interviewer Alejandro Sanz lors de son passage en solo. Urdacci répond de manière évasive. « On verra ». Elle insiste, mentionne Bisbal, et il répond qu'ils accepteront peut-être de la laisser poser une question. L'enregistrement a circulé comme un témoignage du quotidien d'une journaliste sur un plateau de tournage, une personne négociant avec son supérieur pour obtenir l'espace de travail auquel elle avait droit, une personne souhaitant mener des interviews mais n'ayant pas la garantie d'y avoir accès sans le demander. C'était Leticia Ortiz, en 2003, une professionnelle en compétition avec ses collègues pour des espaces de travail au sein de la chaîne la plus regardée du pays, une figure que le destin n'avait pas prédestinée à un quelconque trône. Son reportage sur la marée noire du Prestige en novembre 2002 fut sa dernière mission internationale majeure en tant que correspondante spéciale avant que tout ne bascule. Les images de son reportage depuis la côte galicienne, avec la nappe de pétrole en arrière-plan, font partie des archives journalistiques de cette catastrophe écologique, la plus grande marée noire de l'histoire espagnole. Et elles font également partie, avec le recul des événements ultérieurs, de l'histoire personnelle de deux personnes qui, à ce moment-là, commençaient à comprendre que ce qui avait débuté lors d'un dîner en octobre pouvait prendre une toute autre ampleur. TVE l'avait envoyé à Washington en septembre 2001. Le 11 septembre de cette année-là est une date que le monde entier retient pour des raisons évidentes. Pour Leticia Ortiz, ce fut également un tournant dans sa carrière. Elle travaillait au service des informations de la chaîne publique lorsque les avions ont percuté les tours jumelles du World Trade Center à New York et la rédaction a dû dépêcher immédiatement des correspondants aux États-Unis. Leticia fut l'une des personnes choisies. Ce qui devait être une mission de courte durée se transforma en un séjour de plusieurs mois à Washington, d'où elle couvrit les enquêtes liées à Al-Qaïda, les décisions de l'administration de George W. Bush, leur impact sur la politique étrangère américaine et les mouvements militaires précédant la guerre en Afghanistan. Elle était une jeune femme de 29 ans qui rapportait les informations les plus importantes de la planète depuis la capitale de la nation la plus puissante du monde. Ses collègues de l'époque, dans des entretiens séparés, mais avec des termes quasi identiques, la décrivent comme préparée, disciplinée, mal à l'aise avec tout traitement de faveur et totalement imperméable au syndrome de la star qui se développe parfois chez les présentateurs de journaux télévisés lorsque le public commence à les reconnaître. L'été suivant, elle retourna aux États-Unis pour couvrir le premier anniversaire du 11 septembre. Vint ensuite la couverture du Prestige. Le pétrolier qui, en novembre 2002, déversa 77 000 tonnes de fioul lourd sur la Costa da Morte galicienne, avec des images de nappes de pétrole recouvrant 3000 km de côte espagnole, qui firent la une des journaux télévisés pendant des semaines. Leticia Ortiz était sur place, sur les plages galiciennes, avec son équipe de TVE. Et Felipe était là aussi. Le prince de Bourbon et de Grèce fêtait alors ses 34 ans, avec une histoire d'amour que la presse espagnole connaissait dans les moindres détails, au point de mettre mal à l'aise n'importe quel citoyen lambda, mais qui était un terrain inévitable pour l'héritier du trône d'un pays où la presse à scandale était si prolifique. Sa première relation amoureuse connue fut avec Isabel Sartorius, fille du marquis de Marigno, et d'Isabelle Zoraquin, issue d'une famille aristocratique, bien que sans sang royal, de 3 ans son aînée, avec laquelle il entretint une liaison entre 1989 et 1991. Leur idylle fut suivie par la presse, avec une intensité que Sartorius elle-même décrivit comme une épreuve dans ses mémoires.
Sa famille posait également problème quant à l'image de la future reine que la maison royale envisageait. Les problèmes d'addiction de sa mère avaient fait la une des tabloïds et son père était marquis, avec les complications inhérentes à certains titres de noblesse. La relation prit fin, mais Felipe appela Isabelle de sa voiture le 1er novembre 2003, le jour même où la maison royale annonçait ses fiançailles avec Letizia, pour l'en informer avant qu'elle ne l'apprenne dans la presse. Selon le quotidien argentin La Nación, citant des sources proches de Sartorius, Felipe reçut 35 appels manqués de sa part et finit par lui laisser un message vocal. Une semaine plus tard, Isabelle se rendit au palais de la Zarzuela pour rencontrer la future épouse du prince. Les deux femmes se lièrent d'amitié, une amitié qui, selon Sartorius elle-même, dans une interview accordée au magazine Hola, en 2015, était plus forte avec Letizia qu'avec Felipe. Après Isabelle Sartorius, il eut une relation moins documentée et plus brève avec le mannequin américain Gigi Howard, durant les années où Felipe était étudiant à l'Académie navale des États-Unis. Ses biographes la décrivent davantage comme une liaison passagère que comme une véritable cour. Puis vint Eva Sanum, mannequin norvégienne d'1,55 m, blonde aux yeux bleus, qui, selon son propre récit dans le journal norvégien Aftenposten, rencontra Felipe par hasard à Madrid en 1996. Leur relation dura 5 ans, la plus stable des précédentes, celle qui s'approcha le plus d'une officialisation. Eva l'accompagna même à certains événements officiels, un geste qui, dans le jargon de la maison royale, équivaut presque à une déclaration d'intention. Pourtant, ni la reine Sofia, ni le roi Juan Carlos Ier ne la considéraient comme une partenaire convenable pour le futur roi d'Espagne. Un mannequin norvégien, sans ascendance aristocratique, sans études universitaires, sans le profil que l'institution jugeait approprié. La pression médiatique était incessante. Pendant leurs années de fréquentation, des dizaines de paparazzi la suivaient à Madrid et à Oslo, où qu'elle aille. Dans une interview ultérieure, Sanum reconnut que c'était une vie de limitation et d'épuisement constant et qu'elle était heureuse de ne pas être devenue reine. La rupture survint en décembre 2001. Felipe l'a lui-même confié à des journalistes au palais de la Zarzuela, la décision avait été prise librement et en privé, leur relation n'avait tout simplement pas fonctionné. Lorsque Felipe de Borbón assista au dîner organisé par le journaliste Pedro Erquisia dans son penthouse madrilène en octobre 2002, il était séparé d'Eva Sanum depuis près d'1 an et demi. Il venait d'avoir 34 ans. Il était l'héritier de la 10e plus ancienne monarchie d'Europe et le célibataire le plus convoité du continent, au sens particulier du terme, lorsque celui qui le porte possède un palais et une couronne. L'histoire officielle de la rencontre entre Felipe et Letizia est simple et tellement répétée qu'elle a fini par ressembler à une histoire éculée. Ils se seraient rencontrés lors d'un dîner chez Pedro Erquisia, journaliste chevronné de TVE et directeur de Documentos TV. Le 17 octobre 2002, Felipe lui avait demandé de le présenter à sa collègue, Letizia Ortiz, dont la présence à l'écran avait attiré son attention. Erquisia avait organisé une soirée avec une vingtaine de personnes, les deux plus jeunes étaient Felipe et Letizia, et ils avaient discuté toute la nuit. Selon la version rapportée par les témoins au fil du temps, ce fut le coup de foudre de son côté. Mais l'histoire est plus nuancée. Erquisia lui-même a nié en privé, d'après la journaliste Pilar Air, avoir organisé ce dîner dans le but de les présenter. Ces propos, reproduits sur le blog d'Air, laissaient clairement entendre que personne parmi ses connaissances ne pouvait l'imaginer orchestrant une rencontre amoureuse entre l'héritier et une jeune femme quelconque. Cela laisse penser que le récit d'Erquisia, la présentant comme une entremetteuse active, est une simplification excessive, et que la réalité fut plus spontanée et moins planifiée que ne le laisse entendre la version officielle. Une autre version, mentionnée à plusieurs reprises par Air et attribuée à des sources qu'elle n'a pas publiquement identifiées, circule également. Selon cette version, c'est le marin Kiko Muñoz qui eut une brève idylle avec Letizia peu avant sa rencontre avec Felipe, qui les présenta, et le prince fut immédiatement conquis. Cette version alternative ne bénéficie pas du même soutien documentaire que celle d'Erquisia et doit être considérée comme ce qu'elle est. Une hypothèse avancée par une journaliste expérimentée, mais sans confirmation des personnes concernées. Ce qui est parfaitement documenté, c'est ce qui se passa après cette première rencontre. Felipe tomba amoureux, et Letizia, d'après tous les témoignages disponibles, ne lui facilita pas la tâche. La description la plus révélatrice du caractère de Letizia durant cette période nous vient précisément de Pilar Air, la même journaliste qui, en d'autres circonstances, a écrit à son sujet avec plus de sévérité. Elle raconte que Letizia résistait.
ce qui rendait le prince fou, habitué à des relations faciles avec les femmes. Son assurance, sa franchise, son franc-parler, son caractère bien trempé, et le fait qu'elle gagnait sa vie par son travail, furent autant d'éléments qui firent tomber Felipe amoureux d'elle, et, surtout, l'inspirèrent à l'admirer. Leur relation se développa dans le plus grand secret pendant plus d'1 an, un exemple de discrétion remarquable de la part de la maison royale espagnole ces dernières décennies. Laetitia continuait de présenter le journal télévisé du soir, Felipe poursuivait ses engagements officiels, et entre eux, ils construisirent une relation dont personne dans le milieu journalistique de TVE n'avait connaissance, qui était à peine connue d'un cercle très restreint au sein de l'entourage aristocratique du prince, et que la maison royale gérait avec le même contrôle de l'information que pour toute affaire d'état sensible. Les moments où leurs collaborations professionnelles se sont croisées durant cette période prennent une toute autre dimension 20 ans plus tard. Laetitia fut envoyée par TVE couvrir la marée noire du Prestige en novembre 2002, quelques semaines seulement après leur premier dîner. Felipe se rendit également en Galice pour rencontrer les habitants sinistrés de la Costa da Morte. 2 personnes qui, en théorie, ne s'étaient rencontrées qu'une seule fois lors d'une soirée privée, se retrouvèrent au cœur de l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire espagnole, et personne n'y vit autre chose qu'une simple coïncidence professionnelle. En septembre 2003, Laetitia se rendit à New York pour couvrir le 2e anniversaire du 11 septembre. Le déploiement des médias et des ressources mises à disposition par TVE pour ses retransmissions en direct de Manhattan surprit certains collègues, qui commentèrent la situation plus tard, une fois informés. Alfredo Urdati, son co-présentateur, raconta des années plus tard dans un documentaire de Télémadrid consacré au 50e anniversaire de Felipe VI, il était tombé sous son charme à travers l'écran, sans jamais l'avoir rencontrée, simplement parce qu'elle lui plaisait, et avait demandé à TVE d'organiser une rencontre. Voilà le lien entre le prince qui a vu Laetitia aux informations et le dîner à Erquisia, en octobre 2002, c'est Felipe qui a choisi la personne qu'il souhaitait rencontrer, avant même que la rencontre n'ait lieu. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la suite, ni l'intensité de ses sentiments. Tout au long du printemps et de l'été 2003, leur relation s'est approfondie. Ils se sont vus chez des amis proches de Felipe, à Madrid comme à Barcelone, et ont passé quelques jours ensemble durant l'été, sur le yacht d'un ami du prince. La maison royale a mis en place un dispositif de sécurité pour préserver le secret de leur relation, jusqu'au moment opportun, et le plan a fonctionné mieux que prévu. Mais pour Laetitia, la période entre leur première rencontre et l'annonce officielle de leur fiançailles n'a pas été qu'une simple idylle secrète. C'était aussi une période où elle devait composer avec ce que signifiait intégrer le cadre institutionnel espagnol, la famille qui gère la marque la plus ancienne et la plus réglementée du pays, avec tout ce que cela implique en termes de surveillance, de renoncement et de transformation. Car Juan Carlos Ier n'était pas d'accord, et cela, au sein de la structure de pouvoir que la maison royale maintenait en 2003, constituait un obstacle majeur. Pendant 30 ans, Juan Carlos Ier s'était forgé une réputation de monarque ayant mené l'Espagne de la dictature à la démocratie, et cette réputation était le bien institutionnel le plus précieux de la couronne. C'était aussi un homme avec des idées très précises sur le profil que devait avoir la femme qui épouserait son fils et deviendrait reine d'Espagne. Et Laetitia Ortiz Roca Solano ne correspondait à aucune de ces catégories. Ses origines modestes constituaient le premier obstacle. Sa profession de journaliste était le second, dans un environnement où la presse couvrant la famille royale était perçue davantage comme une menace à contrôler que comme un service démocratique. Son précédent divorce constituait le 3e obstacle, et un obstacle de taille. La Constitution espagnole de 1978 stipule que les mariages royaux relèvent du droit civil, or le mariage de l'héritier du trône sous l'égide de l'Église catholique nécessitait l'acceptation de cette dernière. Pour que l'Église consente à un mariage catholique pour une femme divorcée d'un précédent mariage civil, une annulation ecclésiastique du premier mariage était indispensable, une procédure qui, en Espagne, a duré des années et a suscité de nombreuses controverses. S'ajoutait à cela ce que certains journalistes proches de la maison royale ont simplement qualifié de « famille ». Les parents de Laetitia étaient divorcés depuis 1999, année de sa séparation d'avec Alonso Guerrero, une mère infirmière et militante syndicale, un père technicien radio, une sœur cadette, Erika, qui traversait des difficultés personnelles qui allaient plus tard se solder par une tragédie, et un cousin, David Roca Solano, qui publierait des années plus tard un livre contenant des révélations compromettantes à son sujet.
Selon le journaliste Enrique de Diego, qui couvre la famille royale espagnole avec un regard critique sur l'institution, Juan Carlos Ier aurait chargé le Centre national de renseignement de mener une opération officieusement baptisée Opération Gamma, visant à recueillir des informations compromettantes sur Letizia afin de forcer la rupture avec son épouse. Cette même stratégie aurait, d'après cette version, été employée auparavant avec succès contre Isabel Sartorius et Eva Sanum. Avec Letizia, l'opération n'a pas fonctionné, du moins c'est ce que semblent indiquer les faits, la relation s'est poursuivie et les fiançailles ont finalement été annoncées. Ce qui s'est avéré décisif, c'est la menace implicite de Felipe. Selon toutes les sources disponibles, il aurait clairement fait savoir à son père que si la famille n'acceptait pas Letizia, il renoncerait au mariage, mais pas à sa succession au trône, soit il l'acceptait, soit il resterait célibataire toute sa vie. Il l'a exprimé lui-même lors de la conférence de presse du 6 novembre 2003, avec une clarté qui ne laissait place à aucune interprétation. Si ses parents avaient refusé, il aurait renoncé à Letizia, même si cela avait fait de lui l'homme le plus malheureux du monde, on peut régner en célibataire. Au lieu de cela, il était désormais l'homme le plus heureux, car il pouvait épouser la femme qu'il aimait. L'histoire de la rencontre entre Felipe et Letizia offre également une autre interprétation, peu explorée, qui révèle quelque chose sur le prince lui-même. Il avait eu 3 relations connues avant elle, avec Isabel Sartorius, Gigi Howard et Eva Sanum, et toutes 3 s'étaient terminées, chacune sous une pression publique et médiatique intense, à laquelle aucune des femmes concernées n'avait pu résister sur la durée, ou que la maison royale avait gérée de manière à rendre toute poursuite impossible. En 1989, juste avant que sa relation avec Sartorius ne soit rendue publique, Philippe avait déclaré qu'il ne se sentait pas obligé de chercher une épouse parmi les dames de la noblesse européenne, une déclaration qui, à l'époque, sonnait comme une affirmation de son indépendance personnelle et qui, rétrospectivement, s'est avérée presque prophétique. Aucune des 3 relations précédentes ne lui avait offert une femme capable de ne pas se laisser intimider par le système qui entourait le prince. Isabel Sartorius l'a confié dans ses mémoires, elle l'aimait follement, mais ne supportait plus la tension constante, l'effort perpétuel pour préserver son image et éviter tout préjudice. Eva Sanum l'a exprimé dans son entretien avec Aftenposten, c'était épuisant. Toutes 2 avaient cédé, ou avaient été contraintes de céder, à l'influence exercée par la maison royale sur toute femme qui s'approchait trop près de l'héritier. Letizia Ortiz, elle, n'a pas cédé. L'explication la plus simple est celle avancée par Pilar Eyre, elle a résisté, ce qui a rendu le prince fou. L'explication plus complexe est que Letizia venait d'un monde où la pression institutionnelle et médiatique faisait partie intégrante du quotidien professionnel, où les caméras et les micros n'étaient pas une menace, mais les outils de son métier, et où le pouvoir ne la submergeait pas, mais qu'elle le comprenait du point de vue d'une observatrice qui le documente. Elle avait couvert l'actualité des présidents les plus puissants de la planète depuis Washington, devant les caméras. Elle avait couvert des guerres et des catastrophes. Une opération de renseignement visant à l'intimider n'était pas comparable à la menace qu'elle avait déjà subie en tant que journaliste. C'est ce que le système n'avait pas prévu à l'arrivée de Letizia Ortiz. Que cette fois, la candidate disposait de ses propres atouts pour gérer la pression, et qu'elle possédait aussi quelque chose qui avait fait défaut à toutes ses prédécesseurs. L'expérience d'avoir bâti sa notoriété seule, sans nom de famille, sans héritage, sans filet de sécurité. Une femme devenue présentatrice du journal télévisé le plus regardé d'Espagne, issue d'une famille de techniciens radio, d'infirmières et de chauffeurs de taxi, ne cède pas facilement à la pression. Elle y était déjà habituée, elle venait simplement d'une autre direction. Un épisode de leur idylle secrète mérite d'être mentionné, car il illustre parfaitement le contrôle exercé par la maison royale et la nature des difficultés que Letizia rencontrait. Alors que la relation était déjà connue de certains journalistes spécialisés dans la monarchie, c'est Terelu Campos qui la révéla dans son émission Thé de Tarde sur Télémadrid, précipitant l'annonce officielle plus tôt que prévu par le palais de la Zarzuela. Letizia Ortiz, qui avait gardé le secret pendant des mois tout en présentant le journal télévisé le plus regardé d'Espagne, apprit que sa vie allait basculer par le biais d'une émission de potins, non pas lors d'une conversation privée ou d'une déclaration officielle, mais par la machine médiatique même qu'elle avait alimentée pendant des années en relatant les agissements d'autrui. Avant cette annonce, cependant, une période de négociation eut lieu, dont les détails n'ont jamais été rendus publics par les personnes concernées et que les journalistes spécialisés ont reconstitué à partir de sources indirectes.
Le contrat prénuptial, le document qui régit les dispositions financières et la garde des enfants en cas de séparation, fut l'objet de tensions avérées. L'ancien beau-frère de Letizia, Jaime del Burgo, qui a épousé sa sœur Thelma en 2012 avant de divorcer en 2016, a fait la une des journaux internationaux en 2023 et 2024 avec ses affirmations concernant une prétendue relation avec Letizia avant et après le mariage royal. Il a soutenu qu'elle avait eu du mal à se conformer aux conditions strictes imposées par la maison royale dans leur contrat prénuptial, notamment en ce qui concerne la garde des enfants, et qu'il avait joué le rôle d'intermédiaire dans ce processus. Les déclarations de Del Burgo concernant une supposée liaison avec Letizia avant et après le mariage doivent être accueillies avec la prudence qu'il convient lorsqu'il s'agit de propos émanant d'une personne ayant des motivations personnelles à se placer au centre d'une affaire très médiatisée. Del Burgo était le témoin de Letizia lors du mariage en 2004, a été lié pendant des années au cercle restreint de la famille royale, a épousé la sœur de la reine et est finalement devenu la source des plus graves controverses ayant nui à l'image de Letizia depuis son accession au trône. Ces déclarations, publiées en 2023 par le journaliste Jaime Peñafiel, ont déclenché une crise d'image sans précédent dans l'histoire récente de la couronne espagnole. La presse internationale s'en est emparée, le débat sur l'état du mariage royal et une possible rupture s'est intensifié, et ni la maison royale ni Letizia n'ont publié de réponse officielle. Un autre épisode de la période précédant le mariage mérite d'être relaté avec exactitude, car il est documenté par des sources qui ne semblent pas avoir intérêt à le déformer. En 2013, le cousin de Letizia, David Rocasolano, avocat et son conseiller juridique pendant des années, a publié un livre intitulé « Goodbye Princess » Adieu princesse, dans lequel il affirmait qu'elle avait subi un avortement en 2002, alors que sa relation avec Felipe se développait en secret, et que le prince et elle lui avaient demandé de détruire son dossier médical dans une clinique madrilène, afin d'empêcher la reine Sofia de le découvrir, car cela aurait empêché le mariage. Rocasolano a publié un document qui, selon lui, étayait cette affirmation. Le livre fut à peine mentionné dans les interviews, n'apparaissant que dans une seule émission à faible audience, Intereconomia. Le Palais Royal, comme l'a documenté le journaliste Daniel Forcada, a contacté les dirigeants des principales chaînes de télévision pour empêcher toute interview de Rocasolano et toute discussion publique sur le sujet. Ce blackout médiatique s'est avéré remarquablement efficace. David Rocasolano a été condamné en 2019 par le tribunal provincial de Madrid pour divulgation de secrets et a quasiment disparu de la vie publique. Il a justifié ses révélations par le décès de sa cousine, Erika Ortiz. Erika, la sœur cadette de Letizia, est décédée le 7 février 2007 dans son appartement de Vicalvaro, celui-là même que Letizia lui avait légué après son divorce d'avec Alonso Guerrero. Elle avait 31 ans. Letizia était enceinte de 6 mois de l'infante Sofia. La cause officielle du décès fut une mort subite, aucune autre information n'a été divulguée. Rocasolano a accusé Letizia d'être responsable de la mort de sa sœur, arguant que l'éloignement familial provoqué par son entrée dans la famille royale avait été un facteur déterminant dans le déclin d'Erika. Cette accusation est impossible à vérifier, car elle est empreinte de douleur familiale et ne peut être jugée objectivement de l'extérieur. Ce qui est avéré, en revanche, c'est que la mort d'Erika a été un coup dur pour Letizia, qui a dû assister aux funérailles de sa cadette enceinte de 6 mois, sous le regard du monde entier, sans pouvoir faire son deuil dans l'intimité nécessaire, en pareilles circonstances. Ce fut l'une des premières images marquantes que le public a eues de Letizia, en tant que figure royale, dans toute son humanité. Une femme enceinte pleurant près d'un cercueil. La transformation de Letizia Ortiz, de journaliste à princesse des Asturies, puis à reine d'Espagne, fait l'objet d'analyses depuis 20 ans. Ce que les observateurs les plus attentifs soulignent, ce n'est pas un changement d'identité, mais une adaptation réfléchie qui a préservé son essence tout en intégrant les codes extérieurs qu'exigeait sa fonction. Lorsque Felipe VI et Letizia prenaient la parole lors d'événements culturels ou scientifiques, c'était souvent elles qui affichaient une meilleure maîtrise du sujet, une préparation plus rigoureuse et une capacité à articuler des idées complexes, caractéristiques de ces années de formation journalistique. Les diplomates, les scientifiques et les intellectuels avec lesquels la maison royale interagissait le remarquaient. Après son mariage, Letizia dut perfectionner son anglais jusqu'à un niveau courant, car sa formation universitaire était insuffisante pour le rôle qu'elle allait assumer, et elle y parvint. Elle apprit le catalan, le valencien, le français, le portugais et l'allemand pour les événements protocolaires qu'il exigeait.
Elle apprit le protocole, mais conserva l'instinct de la journaliste, la capacité de poser des questions directes, d'aller droit au but, de ne pas se contenter de réponses superficielles. Ce qu'elle a également conservé, c'est son caractère, et pendant 20 ans, ce caractère fut à la fois son plus grand atout et sa plus grande vulnérabilité au sein du système dans lequel elle avait été intégrée. La monarchie espagnole, comme toute monarchie, fonctionne au mieux avec des personnes capables d'absorber les tensions sans les exprimer, de gérer les conflits à huis clos, de maintenir les apparences d'une harmonie familiale, quelles que soient les circonstances. Laetitia n'a pas été élevée ainsi. Elle venait d'un monde où, si quelque chose n'allait pas, on le disait ouvertement, où le débat faisait partie intégrante du processus, où la hiérarchie était respectée sans être sacrée. Ce conflit entre son caractère et les exigences de sa fonction explique bien mieux que n'importe quelle théorie du complot ou lutte de pouvoir le parcours de Leticia Ortiz au sein de la couronne espagnole. Ce n'est pas qu'elle ait été une stratège calculatrice dès le départ, mais plutôt une personne d'un certain type, élevée avec des valeurs particulières, qui a intégré un système conçu pour des personnes d'un profil différent, et qui a dû trouver un moyen d'y exister, tout en restant fidèle à elle-même, sans pour autant renoncer complètement à ses valeurs. L'histoire de cette journaliste devenue reine révèle sans doute davantage sur la monarchie espagnole du XXIe siècle que sur Leticia Ortiz elle-même. Elle montre que le système, lorsque la pression vient de la bonne personne au bon moment, peut s'adapter à des profils imprévus. Que l'héritier peut imposer sa volonté s'il est prêt à en payer le prix. Et que le coût de cette adaptation repose avant tout sur la personne qui entre dans le système et non sur le système lui-même. Le mariage de Felipe et Leticia a eu lieu le 22 mai 2004 à la cathédrale de l'Almudena à Madrid. C'était un événement d'État, des représentants de 12 maisons royales régnantes et autant de maisons non régnantes, la robe de Manuel Pertegaz, couturier valencien, alors âgé de 86 ans, le diadème à fleurs de lys, le cortège nuptial, la messe, 2000 personnes dans l'église et plus d'1 million dans les rues de Madrid. Tout était digne du mariage de l'héritière du trône d'Espagne. Leticia portait ce jour-là le tailleur blanc Armani, dont chacun se souvenait de sa dernière apparition au journal télévisé en octobre 2003, le même modèle, bien que différent, un signe de continuité entre la journaliste et la princesse, sans doute délibéré, qui alimenta les commentaires pendant des semaines. Pour comprendre la suite, il est essentiel de saisir l'ampleur de cette transformation. Leticia n'avait pas seulement renoncé à sa carrière, elle avait aussi abandonné l'indépendance qu'elle lui conférait, l'identité professionnelle qui la définissait depuis l'âge de 22 ans et le relatif anonymat que même une personnalité de la télévision peut préserver lorsqu'elle n'appartient pas à la famille royale. Elle entrait dans un système imprégné de 4 siècles de protocoles accumulés, une hiérarchie interne, d'une rigidité que peu d'institutions modernes conservent, une belle-mère qui ne l'a jamais pleinement acceptée, et un beau-père dont le comportement, dans les années qui suivirent, allait devenir le plus grand problème institutionnel de la couronne. Juan Carlos Ier a abdiqué le 19 juin 2014, après des années marquées par l'affaire Noos, qui impliquait son gendre Iñaki Urdangarin et sa fille, l'infante Cristina, dans un vaste scandale de corruption, et ses propres frasques, notamment sa relation avec Corinna Hussain-Wittgenstein et son voyage de chasse à l'éléphant au Botswana, révélé en pleine crise économique espagnole, alors que le chômage dépassait les 25%, qui avait terni l'image de l'institution au point de rendre nécessaire un changement de génération. Avec la proclamation de Felipe VI, Leticia Ortiz est devenue reine consort d'Espagne. La femme que son beau-père avait qualifiée de sérieux problème était désormais reine. La petite fille du chauffeur de taxi était reine. La journaliste divorcée était reine. Ce qui suivit, les années de son règne, marquées par les scandales et les tensions, la guerre d'image entre Leticia et la reine Sofia, qui culmina avec l'incident de Pâques 2018 à Palma de Majorque, lorsque les caméras surprirent Leticia retirant la main de sa belle-mère de l'épaule de l'infante Sofia et essuyant le baiser sur sa joue, les révélations de Jaime del Burgo en 2023 et 2024, et les rumeurs de séparation qui en 2025 continuèrent d'alimenter les débats dans la presse européenne, ne sont que des chapitres d'une histoire encore inachevée. Mais l'histoire qui mérite d'être racontée dans son intégralité est celle qui la précède, celle de la femme qui se rendit à un dîner en octobre 2002, sans se douter de ce qui l'attendait. Celle qui, pendant plus d'1 an, continua de présenter le journal télévisé du soir, tout en entretenant secrètement une relation qui allait bouleverser sa vie, d'une manière qu'aucune d'elles n'aurait pu pleinement imaginer à l'époque. La femme qui a affronté l'opération de renseignement, ordonnée par son futur beau-père, pour la détruire et qui en est sortie indemne.
La femme qui a négocié les conditions de son admission dans une institution qui ne la désirait pas, qui lui imposait des conditions extrêmement dures, et qui, pourtant, les a finalement acceptées, car l'homme qui allait hériter d'elle ne voyait pas d'autre solution. Il existe une phrase prononcée par Leticia Ortiz lors de la conférence de presse annonçant ses fiançailles, le 3 novembre 2003, qui résume mieux que n'importe quelle biographie qui était cette femme avant de devenir princesse. Un journaliste a tenté de l'interrompre alors qu'elle répondait à une question, et elle a répliqué par un geste parfaitement capturé par la caméra « Laissez-moi terminer ». Ce n'était pas le ton de quelqu'un qui connaissait déjà le protocole, mais plutôt celui d'une personne issue d'un milieu où interrompre les femmes était mal vu. La phrase est devenue virale avant même que le concept n'existe. Et Pilar Ayer elle-même, qui a consacré les 20 années suivantes à être l'une de ses critiques les plus acerbes, a reconnu qu'à ce moment précis, une personne véritablement différente de tout ce que la Maison royale avait produit jusqu'alors était apparue. C'est précisément ce qui est troublant dans l'histoire de Leticia Ortiz, au regard de toute analyse de la monarchie. Non pas l'existence d'un courant sous-jacent de manipulation et de secret, qui existe et est documenté, mais le récit sous-jacent d'une femme qui a bâti sa propre fortune avec les moyens du bord, qui est parvenue à un niveau auquel le système ne l'avait pas préparé, et qui, une fois à l'intérieur, a découvert que le prix à payer pour y rester était aussi élevé que celui pour y parvenir. C'est ce que la Maison royale ne voulait pas voir révéler le 31 octobre 2003, lorsque Leticia Ortiz est partie, recroquevillée sur la banquette arrière d'une voiture aux vitres occultées par des journaux. Non pas qu'ils se soient rencontrés lors d'un dîner, cela était déjà de notoriété publique, mais ce qu'ils ne voulaient pas voir dévoilé, c'était tout ce qui s'était passé auparavant, tout le prix payé pour en arriver là, et tout ce qui restait à venir. La question fondamentale que l'histoire de Leticia Ortiz laisse définitivement sans réponse est de savoir si son parcours, du lycée public d'Oviedo au palais de la Zarzuela, était le fruit d'une série de décisions conscientes visant un but précis, ou simplement la conséquence d'un concours de circonstances favorables. Ses critiques les plus virulents, et ils sont nombreux, défendent la première interprétation, tout était calculé, sa relation avec Felipe faisait partie d'une stratégie, son image de journaliste indépendante et moderne était construite à cette fin. Ses plus fervents partisans soutiennent la seconde, il s'agissait simplement d'amour, et le reste n'est que bruit de fond. La version la plus honnête est sans doute celle qui ne satisfait pleinement ni l'une ni l'autre. Leticia Ortiz était, en 2002, une femme de caractère, menant une carrière royale, une vie qu'elle avait construite elle-même, tombée amoureuse d'un homme qui allait devenir l'héritier du trône d'Espagne, et qui a affronté tout ce que cela impliquait, avec le même mélange de détermination et de vulnérabilité que quiconque dans une situation à laquelle aucune formation préalable ne peut préparer pleinement. Elle a payé un prix imprévu, et le système qui l'a accepté à contre-cœur reste, 20 ans plus tard, celui qui la façonne et la définit, quelle que soit la part d'elle-même qu'elle ait réussi à préserver en son sein. Le 19 juin 2014, lorsque Felipe VI fut proclamé roi et que Leticia devint reine consort d'Espagne, elle prêta serment devant le Congrès des députés. Cela dura 30 secondes. Mais pour quiconque connaissait l'histoire des 11 années précédentes, du dîner d'octobre 2002 au palais de la Zarzuela, en passant par les opérations de renseignement, les révélations fracassantes, les drames familiaux, la couverture des guerres et des catastrophes, les journaux télévisés, les divorces, la petite fille du chauffeur de taxi et le prix exorbitant de tout cela, ces 30 secondes revêtaient une importance qu'aucune cérémonie de couronnement européenne n'avait jamais eue de la même manière. Jamais auparavant dans l'histoire de la monarchie espagnole, une personne issue du milieu de Leticia Ortiz n'avait atteint un tel niveau. Un geste de Leticia Ortiz, le 3 novembre 2003, 2 jours après l'annonce de leur fiançailles, illustre mieux que tout autre le type de personne que la Maison royale venait d'accueillir. Lors de sa première conférence de presse conjointe avec Felipe, main dans la main devant les médias, on lui demanda s'il avait été difficile de garder leur relation secrète. Elle répondit avec précision et aisance, comme une communicatrice chevronnée, parfaitement à l'aise face à l'interview. Quand quelqu'un a tenté de l'interrompre, elle a déclaré avec une clarté absolue. « Laissez-moi terminer. » Non pas avec agressivité, mais avec la fermeté de quelqu'un habitué à ce que la parole soit à celui qui tient le micro. La presse espagnole a fait de cet épisode le premier grand moment viral de sa vie publique, et des décennies plus tard, cette image reste l'incarnation même de sa personnalité, une femme qui va au bout de ses phrases, qui ne laisse personne décider quand elle a assez parlé.
Dans un contexte où l'on attend du prince consort qu'il soit toujours à l'affût des dernières nouvelles, c'est une qualité ou un défaut selon le point de vue, et au sein de la famille royale espagnole, cela a été les deux à la fois pendant 20 ans. La couverture médiatique du mariage royal du 22 mai 2004 a généré, selon les analyses économiques de l'époque, un impact économique estimé à plus d'1 milliard d'euros pour l'Espagne. Le tourisme a explosé, les ventes de la presse People ont atteint des sommets et les chaînes de télévision ont enregistré des audiences records. L'image de deux personnes qui s'étaient rencontrées lors d'un dîner privé 18 mois plus tôt, elle, la fille d'un chauffeur de taxi, lui, l'héritier du trône, se mariant dans la cathédrale la plus importante de Madrid, en présence de représentants de 24 maisons royales, possédait précisément la tension narrative capable de générer un tel impact médiatique et économique. C'était une histoire qui a trouvé un écho dans toutes les langues et sur tous les marchés, et la monarchie espagnole, qui avait passé des années à chercher des moyens de se moderniser et de renouer avec une population de plus en plus sceptique, a trouvé dans le mariage de Felipe et Letizia le meilleur argument de relations publiques qu'elle ait eu depuis des décennies, même si Juan Carlos Ier ne l'aurait jamais présenté ainsi. Il existe un dernier élément de l'histoire de Letizia Ortiz qui apparaît rarement dans les biographies qui lui sont consacrées, mais qui est documenté et révèle un aspect important de l'ampleur des difficultés qu'elle a dû affronter. Lorsqu'elle a annoncé ses fiançailles, son cousin David Rocasolano était son avocat et avait été son conseiller juridique pendant des années, un membre de son cercle intime. Quelque temps plus tard, il a publié un livre contenant des révélations compromettantes. Sa sœur Erika est décédée en 2007. Selon plusieurs médias, une tante aurait tenté de vendre à la presse des photographies du premier mariage de Letizia. Sa famille d'origine, celle qui l'avait élevée et façonnée, est finalement devenue une source de vulnérabilité que la maison royale a dû gérer et que Letizia a dû expérimenter de plein fouet. C'est le prix rarement évoqué lorsqu'on parle de ce genre d'ascension sociale. Non seulement le prix de l'abandon de sa carrière, non seulement le prix du protocole, mais aussi celui de voir son entourage le plus proche, ceux qui l'ont connue lorsqu'elle était simplement Letizia Ortiz, d'Oviedo, soit incapables de s'adapter à sa nouvelle identité, soit y voyant une opportunité assortie de ses propres règles. C'est le prix le plus élevé, celui qui n'est stipulé dans aucun contrat de mariage et le plus difficile à transférer, à négocier ou à gérer depuis l'intérieur d'un palais. Une dernière ironie dans l'histoire de Letizia Ortiz mérite d'être mentionnée, car elle est la plus révélatrice de toutes. Marjorie Merriweather Post a fait construire Mar-a-Lago pour en faire la Maison Blanche d'hiver, le lieu où les présidents américains recevraient les dirigeants du monde. Letizia Ortiz a été envoyée par TVE à Washington pour couvrir l'actualité de la résidence présidentielle. Toutes deux ont fini par intégrer des institutions de pouvoir, par des chemins radicalement différents et avec des origines tout aussi différentes, des institutions qu'elles avaient auparavant couvertes ou fréquentées de l'extérieur. La différence réside dans le fait que Marjorie a construit l'institution puis l'a léguée. Letizia, quant à elle, y est entrée et a dû apprendre à y vivre sans qu'elle ne finisse par la consumer. L'histoire n'a pas encore apporté de réponse définitive à la question de savoir laquelle de ces deux stratégies s'est avérée la plus efficace. Marjorie Merriweather Post est décédée en 1973 et son nom refait surface car Trump a acquis ce qu'elle avait bâti. Letizia Ortiz était encore reine d'Espagne en 2026, au cœur des débats sur son mariage et l'avenir de l'institution qui en découle. L'histoire de ces deux femmes révèle comment les institutions du pouvoir absorbent ceux qui y entrent, conservant ce qui leur est utile et rejetant le reste, indépendamment de l'investissement personnel de la personne concernée. C'est là la véritable zone d'ombre qui se cache derrière les gros titres, non pas les secrets individuels, qui existent bel et bien, mais l'opacité structurelle de systèmes qui ont besoin de personnalités exceptionnelles pour fonctionner et qui, ensuite, font tout pour les modeler à leur image. Ce n'est pas une caractéristique propre à la monarchie espagnole, c'est une description du fonctionnement du pouvoir institutionnel dans n'importe quel contexte. La monarchie espagnole, simplement, le fait avec plus de protocole et de mise en scène. En octobre 2023, le roi Felipe VI et la reine Letizia se sont rendus à Oviedo pour la remise des prix Princesse des Asturies, exactement 20 ans après cette poignée de main, à l'hôtel Reconquista, un moment passé inaperçu, car perçu comme historique. Letizia était vêtue d'une tenue de cérémonie,
Felipe était à ses côtés, et les médias couvraient l'événement, avec la normalité d'une scène qui se répète depuis 20 ans à Oviedo, sa ville natale, où elle a fréquenté l'école publique, et où sa grand-mère, Menchu Alvarez del Valle, sillonnait les rues à moto, dans les années 1940, pour se rendre à ses émissions de radio. La reine d'Espagne a salué la foule et posé pour les photographes qui, en 2003, l'avaient entourée à sa sortie de Torre España pour immortaliser ses fiançailles. Même média, même cycle, mais cette fois, le rôle de Letizia était différent. Elle n'était plus le sujet du reportage, elle était l'objet du reportage. Ce changement de position, de journaliste à sujet de reportage, est peut-être le tournant le plus profond de l'histoire de Letizia Ortiz, et probablement aussi celui qu'elle a le mieux compris dès le départ, car il émane de l'autre côté de la caméra, de ce lieu où l'on sait précisément comment se construisent les récits sur les personnalités publiques, ce qui est choisi d'être montré et ce qui est occulté, et pourquoi les gros titres peinent souvent à saisir la complexité des histoires réelles. Elle a été l'actualité pendant 20 ans, et pendant les 20 années précédentes, elle était celle qui la racontait. Cela lui confère, en matière de pouvoir médiatique, une perspective que très peu de reines dans l'histoire des monarchies européennes ont probablement jamais eue de l'intérieur.